Êtes-vous prêt pour l'impact? C'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois aujourd'hui David Prudhomme. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le directeur de l'école Digital Campus Paris. Elle existe depuis quand? C'est quoi Digital Campus? Digital Campus, c'est une trentaine d'années d'existence déjà, au sein d'une autre école qui s'appelait USA Multimédia, créée au cœur de Paris et qui s'est diffusée dans toute la France aujourd'hui. Donc on compte plus de 1400 élèves, sur 9 sites en tout, dont la moitié à Paris, et on forme à une soixantaine de métiers du digital à travers la filière design, tech, communication. Et aujourd'hui, on aide les entreprises à intégrer les compétences digitales dont elles ont besoin pour leur transformation, leur mise à niveau en termes de services digitaux, en formant des jeunes, des adultes aussi, en reconversion, en prenant des jeunes juste après le bac ou un peu plus tard, quand ils se réorientent, notamment sur les filières master. Et puis on propose beaucoup de programmes en alternance aussi, ce qui permet à de nombreux jeunes d'accéder à des études supérieures jusqu'à Bac plus 5. On estime que 30 à 50% d'entre eux n'auraient pas fait ces études s'il n'y avait pas eu l'alternance. Ouais, avec quelques chiffres, vous parliez du chiffre global des étudiants. Si on regarde sur le campus parisien, c'est environ 650 étudians, 90% de taux de placement environ 2 ans après les études. Et puis le salaire moyen de sortie est affiché entre 35 et 45 000 euros par an. Alors des étudiants, j'ai vu ça en préparant l'émission et je veux bien qu'on s'y attarde un peu, qu'il faut former, mais qu'il faut aussi rassurer. Pourquoi ? Absolument. Et aujourd'hui, nos jeunes, ils sont pris entre deux forts pôles d'angoisse, d'anxiété, l'éco-anxiété, dont on parle sur ce plateau. Oui, bah évidemment, voilà. Sur l'impact environnemental, entre autres. Exactement, et l'éco-anxiété, ça dit quoi? Ça dit que, quoi qu'on fasse, aucun geste n'est innocent. Donc on est responsable de chaque micro-geste qu'on peut produire en tant que consommateur, etc. Et l'autre pôle d'angoisse, c'est ce que j'appellerais la techno-anxiété, pour faire le pendant de l'éco-anxiété, qui est qu'on vit dans des interfaces, des écrans en permanence. Donc petit à petit, on s'enferme malgré soi dans des bulles. Et quand on se retrouve seul dans sa bulle, ça peut être un peu inquiétant. Et donc je pense que nos jeunes vivent entre ces deux pôles, donc ils sont diffus, mais qui sont constamment rehaussés par le sentiment aussi de guerre, d'incertitude économique qui plane en permanence. Donc quand on est jeune aujourd'hui, on a peur, on est inquiet. Et c'est assez étonnant qu'on démarre notre entretien par ça, et en même temps c'est très révélateur de notre époque. On parle énormément beaucoup de ces enjeux de santé mentale, notamment de santé mentale des jeunes. Est-ce que vous les avez vus, effectivement? Ensuite, on va vraiment rentrer dans le détail des formations, des enjeux d'un numérique à moindre impact, d'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de thèmes à aborder, mais quand même, est-ce que vous avez senti monter comme ça cette question de la santé mentale des étudiants? Je pense que la bascule, c'est le Covid. Voilà, ça a été une épreuve pour les jeunes étudiants, une vraie épreuve. Quand on écoute les récits dans le détail, c'est un moment particulier dans leur vie qui les a marqués, qui a une bascule. Juste après, il y a la guerre en Ukraine, et puis tout ce que je viens d'expliquer. Nous, on a la chance de ne pas être une trop grosse école. Donc on est proche des étudiants, donc on les reçoit, on les écoute, on fait appel à des professionnels quand c'est nécessaire, donc on les met en relation avec du soutien psychologique. L'écoute, c'est la première chose. La deuxième chose sur laquelle on est très vigilant, c'est de construire un cadre très fort, très, très rassurant. On donne de l'anticipation, de la vision. On fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Donc voilà, pas de surprise. Il faut que le cadre soit fort. Et c'est le cadre qui permet aux étudiants de passer de l'angoisse à l'action, puisque notre pédagogie, elle est construite sur l'apprentissage par l'action, par l'agir. Et donc là, ils essaient, ils testent des choses, ils voient qu'ils sont en capacité de faire des choses, de donner des réponses aux problèmes qu'ils rencontrent ou que les entreprises leur donnent. Et de cette manière-là, ils reprennent petit à petit confiance et autonomie. Qu'est-ce que ça doit être? Qu'est-ce qu'une école digitale aujourd'hui? Et à quel point elle est différente d'une école digitale il y a 30 ans, ou même une dizaine d'années peut-être. Ouais. Une école digitale, ça doit d'abord répondre, c'est paradoxal, mais aux besoins des entreprises qui sont en constante recherche de compétences adaptées à l'actualité du marché et des besoins numériques. Voilà, il suffit d'un petit peu d'observation. L'école existe depuis 30 ans, on change de techno clé
très très souvent, tous les 5 ans, disons, il y a des cycles très importants. Le digital, c'est, pour donner quelques exemples, c'est Google, la recherche sur Google, voilà, c'est devenu des milliards de requêtes par jour pour tout le monde. C'est Instagram, autre exemple, une boîte montée par 5-10 personnes qui s'est vendue 1,5 milliard alors qu'elle existait à peine. C'est ChatGPT, on en parlait. Voilà, c'est des milliards d'utilisateurs en quelques mois seulement après le lancement. Mais c'est quand même un sacré défi pour vous, parce que vous formez des élèves à enfin, vous voyez ce que je veux dire, des technologies qui existent déjà. Or, il y en a des nouvelles qui apparaissent aussi régulièrement que ce que vous venez de décrire. C'est donc comprendre l'entreprise et ses besoins, faire en sorte que les jeunes arrivent avec les compétences qui manquent à ce moment-là. Donc, dans les études, les entreprises attendent des écoles qu'elles forment des jeunes aux compétences digitales plus que dans n'importe quel autre secteur. C'est là que les attentes sont les plus fortes de la part des entreprises. Et nous, on doit s'inscrire dans une durée, et c'est-à-dire regarder le résultat plus que les outils. Donc toute la question pour nous en tant qu'école, c'est de développer des modalités d'apprentissage dans lesquelles on regarde le résultat, le bénéfice, on va dire l'impact, voilà, davantage que la méthode qu'on a utilisée. Donc ça, c'est l'avantage aussi de l'alternance, c'est que ça nous ouvre des portes sur la manière d'enseigner qui sont très différentes des enseignements académiques classiques, où la modélisation, l'esprit en tout cas, est plus standardisé sur la manière de produire les choses. D'ailleurs, à propos d'impact, vous dites la prise de conscience qu'une école est une organisation à impact au carré a été moteur dans l'organisation de notre stratégie. Déjà, qu'est-ce que vous voulez dire par là, une organisation à impact au carré? Quand il y a quelques années, on s'est décidé à transformer l'école pour en faire l'école des responsables numériques qui deviennent en fait des chefs de projet responsables tout court, au sens où ils ont une conscience de l'impact, donc le numérique responsable. On a cherché un positionnement. Et le positionnement, c'était de dire toutes les personnes qu'on va former vont se retrouver dans des entreprises demain, après-demain, ils vont changer. Et chaque fois qu'ils seront en capacité de lever la main en disant « moi, je suis capable de faire ce prototype en prenant en compte en tout cas les impacts sociaux et environnementaux du dispositif digital que l'entreprise va lancer ». Donc chaque fois que quelqu'un est capable de lever la main en disant « je suis capable de le faire mieux, avec plus de sens », je me dis qu'on a marqué un point, qu'on a aidé les entreprises à bouger, à aller dans le bon sens. C'est ça l'impact au carré, c'est que c'est pas tout de suite, c'est quand les étudiants seront en poste, en position, qu'ils auront ce réflexe acquis à l'école, cette capacité à se dire c'est faisable, je vais oser proposer quelque chose qui sort un petit peu des sentiers battus et qui permet d'aller plus loin, quoi. Ça, c'est important. Vous la datez de quand, cette prise de conscience? Parce qu'on a d'abord vécu, tous ensemble d'ailleurs, sur ce développement, cette généralisation des usages numériques, en n'ayant aucune conscience de l'impact environnemental du secteur. Parce qu'il y a un côté virtuel, quoi. On avait l'impression que ça n'en avait pas. De quand vous datez la prise de conscience? C'est une excellente question. Je pense que la première prise de conscience, c'est celle des impacts sociaux. C'est l'enfermement sur soi, les bulles. Là, il y a eu des bouquins, notamment le bouquin d'Elie Pariser, qui est sorti au début des années 2010, qui a été clé aussi. Mais il y a eu des bouquins avant, de chercheuses américaines notamment, sur la construction du soi à travers l'interface avec le digital. Donc là, déjà, on avait pas mal d'indices sur cette dimension sociétale qui pouvait être préoccupante. Ensuite, il y a toujours eu la conscience chez pas mal de l'esprit hacker, l'esprit bidouille, qui a toujours été très présent dans ce domaine-là, parce qu'il fait partie des pionniers, dans lequel on est conscient du fait que si les technos nous enferment, les boîtes noires, on a des risques pour les libertés. Donc ça, c'était important. Alors, quand est-ce que c'est arrivé il suffit d'aller une fois dans un serveur de données dans sa vie pour voir le bruit, voir la matérialité de ce que ça représente. Donc, c'est pas du tout virtuel. Il faut se représenter les câbles sous-marins qui traversent la planète. Il faut se représenter aujourd'hui les 14 000 satellites de Starlink qui tournent autour de la Terre. Le million espéré par Musk dans les années qui viennent. Voilà, donc c'est extrêmement concret. On tourne autour de 3-4% des besoins en énergie de la planète aujourd'hui. C'est énorme. Et ça va grandir. Voilà, donc on est dans une exponentielle, littéralement, une exponentielle un peu aveugle, où on ne se pose pas trop la question en fait, de la finalité.
et on évite de trop regarder les impacts aujourd'hui. Oui. Voilà. Ce qui est d'ailleurs, on parlera évidemment d'intelligence artificielle dans un instant, mais je voudrais qu'on prenne quelques minutes pour se concentrer sur vos méthodes pédagogiques. Vous dites apprendre en faisant, c'est ça ? Alors, bon, je peux bien imaginer de quoi il s'agit, mais je voudrais que vous nous expliquiez en détail. C'est une approche, les anglo-saxons appellent ça learning by doing, donc c'est relativement répandu, mais nous on a voulu donner une dimension supplémentaire, c'est-à-dire qu'on demande aux entreprises, on invite les entreprises à venir avec leur cas réel, leur cas concret, nous les présenter aux étudiants, les faire travailler dessus. Donc on a une 50aine de projets chaque année avec des entreprises. Je vais vous donner quelques exemples. SOS Méditerranée, qui est une association qui s'occupe d'essayer de sauver les naufragés migrants à travers la Méditerranée. Les nouveaux arrivants en Europe. Les nouveaux arrivants en Europe, absolument. Et chaque mission menée par SOS Méditerranée, c'est des millions d'euros de coûts. Donc ils ont des besoins constants. Voilà. Et là, leur problématique, c'était de faciliter les micro-dons de la part des jeunes. Donc on a travaillé avec les étudiants sur comment on construit une application dans laquelle on matérialise mieux, on imagine mieux ce à quoi va servir les dons. Donc l'application permet de visualiser le prix d'une couverture de survie, d'un repas, etc. Et donc ils l'ont adopté, enfin on a bossé là-dessus. On a un autre exemple, toujours à impact, mais ça c'est vraiment du concret, donc on part du concret. On est aux urgences de l'hôpital Saint-Antoine. Chaque matin, il y a un planning qui est fait en disant « toi tu fais ci, toi tu fais ça ». Et 1 heure plus tard, il faut tout refaire parce que c'est les urgences. Et donc refaire le planning et les attributions des postes en live et en direct, ça nécessitait aussi une petite application. Donc on a bossé là-dessus. Qu'est-ce que j'ai comme exemple ? Est-ce que c'est aussi un moyen de préparer vos étudiants, le fait d'apprendre en faisant, justement à l'évolution des technologies, c'est-à-dire à acquérir finalement cette capacité, cette souplesse Absolument, c'est très très juste comme remarque. En fait, on ne voudrait pas qu'ils soient prisonniers d'une techno ou d'un métier en particulier. Il faut qu'ils aient cette souplesse. Donc, toujours regarder l'objectif, l'impact, et se demander quelle est la techno ou l'outil qui est le plus adapté pour ça. Chaque année, on organise avec tous les élèves de 4e et 5e année une grande fête, donc on appelle la fête du digital utile, en anglais, la Maker Week. Et on invite une douzaine de projets à impact, et avec des partenaires éditeurs, Adobe, Autodesk, etc. On crée des petits ateliers 3D, vidéo, etc. Et les élèves là sont invités à changer de spécialité et travailler sur un projet à impact qui vient d'une assoce du quartier en général. On n'est pas loin, on est dans le 11e, donc voilà, on a plein d'assos autour de nous. Et une semaine plus tard, ils rendent ça, ils le présentent dans une grande fête. On ouvre l'école à tout le monde. Donc vous êtes invités le 5 juin prochain à découvrir les travaux des élèves au bénéfice. Alors, il nous reste pas mal de thèmes à aborder. On parle d'IA dans un instant. Mais d'abord, la question de celui qui était à votre place la semaine dernière, Jean-Thomas Schmitt, le patron d'Epner. Question sur le rapport des jeunes au monde du travail. On l'écoute. Bonjour David, je sais que vous formez de nombreux jeunes au sein de votre campus. Moi j'aurais été très intéressé par savoir quel est leur regard aujourd'hui sur le monde du travail. On en parle beaucoup entre nous. J'aimerais aussi avoir ce feedback de la part des jeunes qui sont formés sur votre campus. Waouh, belle question. Est-ce que le travail prend, c'est peut-être un cliché, mais moins de place potentiellement dans leur vie? Est-ce qu'ils vous expriment ça? Ou alors est-ce qu'ils disent je veux bien que ça prenne autant de place, mais que ça ait du sens, quoi? C'est à peu près ça. On pourrait le dire aussi en des termes un petit peu différents. Je pense que la première chose qui ressort, c'est la fragilité. Moi je les ressens comme fragiles. On les reçoit beaucoup, on les écoute, comme je le disais tout à l'heure. Donc cette fragilité, elle implique de repenser la relation que les jeunes vont avoir avec l'entreprise, le travail. Donc ils sont très suspicieux, sourcilleux sur les conditions de travail. Bon, c'est pas voilà. Et donc le deal doit être clair. Ça c'est très important. Donc ils sont jeunes, c'est normal, ils ont une approche un peu méfiante. Mais ce qui est clair et qui revient souvent, c'est ok, à un certain moment ça s'arrête et moi j'ai un besoin d'épanouissement, de construction personnelle,
de retrouver sens. Je suis pas certain que l'entreprise va me donner ce sens-là. Bon, effectivement, c'est une question qui peuvent se poser, mais ils ont besoin de se retourner vers le sport, de se retrouver ensemble, de se socialiser beaucoup. Donc là, nous, on essaie aussi de leur proposer des activités sociales en dehors de l'école ou en dehors du travail. Et je pense qu'effectivement, pour eux, la clé de l'épanouissement, c'est plus immédiatement, en tout cas, l'entreprise, le travail, le métier, c'est d'abord la vie sociale en dehors de ça. Ouais. Alors, on parle de l'IA comme promis avec une autre de citation. Vous dites l'intelligence artificielle n'est pas une menace si l'on se forme et que l'on repense son poste de travail pour l'augmenter. Alors, j'entends cet argument, mais il y a quand même... on ne peut pas gommer les signaux négatifs qui sortent en ce moment sur le marché de l'emploi, hein, notamment pour les juniors que vous formez dans le cabinet de conseil, les cabinets d'avocats. Enfin, il y a des métiers où on s'est dit, est-ce qu'on continue d'embaucher des juniors et pour leur faire quoi ? Alors moi, je ne veux pas diminuer ou masquer la tension et la pression énorme qu'il y a. En 2 mots, c'est une bulle comme on n'en a jamais vu en termes d'investissement financier. La bulle Internet était conséquente, mais alors là, on est dans des proportions qui sont de 10 à 20 fois plus en termes d'argent investi sur le secteur. Donc, qui dit bulle financière dit attente de la part de l'économie en général, de la part des marchés. Attente auxquelles les entreprises répondent très souvent en disant, voilà, on va décider de se séparer de la moitié de nos effectifs en 2 jours. Donc, c'est une vraie pression, c'est un peu angoissant. Notre rôle à l'école, c'est de dire, ou de faire en sorte en tout cas, que les IA soient utiles aux salariés dans les entreprises. Donc qu'ils puissent se saisir des IA et au bénéfice de leur poste de travail, c'est le sens de ma phrase, leur poste de travail traditionnel, augmenter leur efficacité, la qualité des rendus. Je donne un exemple. Un assistant, une assistante, dont une des tâches est de classer, trier des factures tous les jours, toutes les semaines. Ce sont des tâches qui sont facilement automatisables à travers quelques process, quelques IA très accessibles. Donc l'enjeu, c'est de faire en sorte que cet assistant, cette assistante prenne d'elle-même l'initiative de mettre en place ces outils pour dégager du temps pour faire d'autres choses, pour être meilleur dans tel autre... de retrouver de la valeur ajoutée, en tout cas, dans son poste, plutôt que de se voir remplacer quelques semaines ou quelques mois plus tard par quelqu'un qui arrive en disant « Voilà, j'ai un super process, un salaire en moins, etc. » Voilà, donc le but pour nous, c'est cette approche, l'IA utile aux gens dans l'entreprise. Il y a un enjeu de souveraineté, alors pas seulement autour de l'IA, mais notamment autour de l'IA. La France, elle est dans le bon train, elle peut encore monter dans le train, parce que quand on voit effectivement, vous disiez, le montant d'investissement, c'est à la fois des États qui sont en concurrence et puis les géants, les géants du numérique. Donc est-ce que la France peut encore monter dans le train pour vous ? Je ne vais pas me prononcer. Ouais. Mais je salue en fait le fait que beaucoup d'entrepreneurs et d'hommes publics ou femmes publiques en France soient conscients de ça. Et c'est pas nouveau, hein, ça fait longtemps qu'on se pose la question de la souveraineté. Je pense que Vivatech, par exemple, et le travail qu'a fait Maurice Lévy ou d'autres personnes à travers ces initiatives sont clés dans la prise de conscience du fait qu'on peut se doter d'outils. C'est très important parce qu'en fait, tout ça, c'est du traitement de la data. La data nous décrit le monde. C'est la data qui rend possible en fait les usages qui sont dans le digital ou avec les IA. Cette data, on en parle comme une sorte de nouvel or noir. C'est peut-être plus que ça encore, c'est-à-dire que ça nous décrit, ça nous permet d'interagir ou d'agir sur les humains qui constituent la société. Donc il y a 2 aspects. Il y a comment l'économie française ou européenne continue d'être souveraine sur la maîtrise de la donnée. Et l'autre sujet, qui est un peu plus politique, un peu moins concret, c'est la liberté des citoyens. Est-ce qu'elle va devenir ? Voilà. Et donc là, je peux dire sans trop risquer de me tromper que l'Europe n'est pas suffisamment avancé sur ce sujet, qu'on a le DSA qui est en cours d'implémentation au niveau... Digital Services Act. Ouais. Exactement, merci. Et donc ça ne va pas assez vite. Et les acteurs qu'on a en face de nous sont beaucoup trop gros pour qu'on soit en capacité de leur répondre de façon efficace. Mais on est déjà dépendant, enfin presque complètement dépendant à l'économie des plateformes qui ne sont pas européennes. Donc
C'est pour ça que je parlais de la capacité à monter dans le train, quoi. Et donc, oui, je pense qu'il faut qu'elle se fasse d'un point de vue économique. Là, on a compris que d'avoir mis toutes nos données de santé chez Microsoft, c'était pas forcément une bonne idée, mais voilà, on a mis 5 ou 10 ans à comprendre, ce qui était évident au départ. Donc, il faut qu'on se dote d'outils rapidement. Alors, là où je suis optimiste, et puis c'est mon job. Et moi, puis, j'aime bien les discours optimistes, allons-y. Là où je suis optimiste, c'est qu'on est certainement au tout début d'énormes évolutions technologiques. Et je pense que ça, pas mal d'acteurs l'ont compris, en se disant, OK, c'est pas trop tard pour faire un cloud souverain, donc des serveurs de données souverains en Europe, en France. C'est pas trop tard pour réécrire les lignes de code avec de l'open source français, ou dans lequel on maîtrise ce qu'on fait, on puisse ouvrir la boîte et comprendre ce qui se passe. Donc ça, on l'a vu par le passé, donc on peut recommencer, c'est pas interdit. D'ailleurs, vous contribuez à cette logique d'open source. Alors, il va falloir vous m'expliquer, parce que je suis pas pointu, mais le DC Shift, c'est quoi exactement ça ? Le DC Shift, en fait, c'est l'initiative qui a conduit l'école Digital Campus à basculer, à pivoter vers la notion de responsable numérique responsable. D'accord. Donc c'est tout l'ensemble de nos initiatives, de vos initiatives RSE, et y compris la dimension souveraine. Et il y a une logique d'open source derrière ça ? On court après la balle. Mais en cours. Donc on essaie de mettre en place et de sensibiliser les élèves aux outils open source. On a des solutions françaises qui tournent. Il faut s'en servir. Les associatifs sont très forts là-dedans. Et voilà, il faut qu'on les pousse. On est en train de travailler dessus. Ouais. Votre école est engagée dans la Convention des entreprises pour le climat. C'est des gens qu'on aime beaucoup, qu'on a souvent reçus ici. Depuis quand ? Pourquoi ce choix ? Le hasard, non pas le hasard. En fait, il y avait une congruence du projet, du timing et de l'initiative de la CEC, qui est une initiative absolument formidable. Humaine, une expérience humaine extraordinaire. On a appris à partager des expériences, des points de vue avec des gens très différents de tous les domaines, tous les secteurs d'activité, de toutes les tailles d'entreprise. Donc on a pu écrire avec eux une feuille de route. C'est pas évident en fait de changer. Il faut rappeler le principe. Chaque entreprise définit sa feuille de route avec des engagements. Exactement. Oui. Mais il faut se mettre en confiance en se disant, OK, on va faire pivoter sa boîte, les équipes, le business model, la manière de se présenter auprès des étudiants, etc. Donc ça, c'est un enjeu risqué. Pas évident, parce que c'est pas partagé par toutes les équipes spontanément. Il faut les éduquer, les accompagner, etc. Donc le fait qu'on soit pas seul et qu'on ait réussi à le faire avec tous les autres nous a énormément aidé. Et nous, on fait partie d'un groupe plus grand. Et notre exemple, un groupe beaucoup plus grand, et notre exemple a permis à ce groupe de prendre conscience de la faisabilité de s'engager dans des objectifs, des enjeux RSE de façon efficace et entre guillemets payante, c'est pas le bon terme. Mais nous, aujourd'hui, quand on interroge les étudiants de façon objective, il y a les instituts qui l'ont fait, ils nous positionnent très haut dans la satisfaction du point de vue du sens qu'ils trouvent à l'école. Et alors, rentrons dans le détail, la feuille de route que vous avez définie, qu'est-ce que ça vous a amené à changer ? Alors, on a mis en place des enseignements à chaque étage de notre école, de la première à la 5e année, donc avec un séquencement ultra précis, de façon à pas trop alourdir. On n'est pas une école de théorie, on n'est pas une école d'ingénieurs, donc on apprend en faisant. Donc il y a un minimum qui se fait au niveau de l'enseignement théorique. Puis, assorti à ça, on a demandé à tous les enseignants de travailler sur les syllabus de cours, de façon à intégrer la question de l'impact. On a créé des moments précis où on dit, voilà, ici c'est atelier éco-conception, ça dure 3 jours, et on apprend à faire et à avoir de l'impact tout de suite. On a adressé également la question sociétale. Donc là, on travaille avec l'ARCOM, qui est un partenaire qui vient chaque année pour l'éducation à l'information. Alors c'est devenu un sujet digital. Avec les fake news. Là, pareil, c'est concret, il y a les startups ou des jeunes pousses qui viennent présenter leurs solutions. Et enfin, la semaine de l'impact ou du digital utile dont je vous parlais, voilà, qui fait partie du programme. Il y a plein d'autres choses qui sont... Et voilà. Pardon, j'oublie une chose importante. Alors, oui. On a créé un référentiel d'éco-conception
avec l'ARCEP, c'est-à-dire l'autorité de régulation des télécoms, et l'ADEME, qui a un référentiel également sur le sujet, sur comment on peut diminuer son impact dans les usages digitaux. Donc ce référentiel, il est activé par les étudiants eux-mêmes en autonomie. Ils peuvent évaluer grâce à ce référentiel. C'est un peu une première, c'est pour ça que je le dis. Donc on est encore en phase de finalisation. Les étudiants peuvent tout seuls évaluer l'impact de leur projet digital et donc l'améliorer, en tout cas prendre conscience et présenter les impacts. Voilà. Donc c'est un long programme, c'est beaucoup de boulot. Donc ça n'a pas l'air de grand-chose comme ça, mais si. On en prend conscience. Merci beaucoup David Prudhomme et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables.